Hey, bonjour à tous, les gens qui écoutez 168, un rendez-vous qui vous sert de fond sonore. J'ai encore eu quelques témoignages cette semaine qui me disaient oui, oh ça va, je t'écoute en faisant ma vaisselle, je t'écoute en faisant du gainage, ce genre de choses. Euh, je suis, je ne suis rien d'autre qu'un fond sonore, un moyen pour vous de ne pas affronter votre propre solitude. Écoutez, c'est comme ça. Je pourrais dire n'importe quoi, je pense que ça passerait, mais je vais quand même essayer de dire des choses dans cet épisode de 168, réservé, dédié à la semaine, ce que j'ai appelé la semaine du 30 mai. Nous sommes le 30 mai au moment où j'enregistre ça. Les 168 dernières heures, ce qui s'est passé de lundi à dimanche, à commencer par ce qui s'est passé aujourd'hui même, et qui me procure un immense, je suis en surjeu aujourd'hui, école Francis Huster, un immense sentiment de culpabilité. C'est la fête des mères. J'ai quasiment rien foutu. J'ai envoyé un message à l'arrache en mode bisous maman, voilà. Pas de bouquet de roses, pas de visite, pas d'appel, euh, pas de petites cartes évidemment, pas de cadeaux. Tout ce qui est chocolat, livres. Il se trouve que maman Mira, maman Blo, elle aime bien les bouquins. Là, j'ai rien fait aujourd'hui. J'ai rien fait. Parce que comment l'expliquer simplement, je m'en branle quoi en fait. Voilà, j'en ai rien à foutre de la fête des mères. Enfin, j'en ai pas rien à foutre parce que j'ai quand même envoyé un petit message à l'arrache et que j'ai l'impression d'être une merde humaine d'absence de devoir filial. Parce qu'évidemment, je suis allé me balader pour prendre un petit peu le soleil, tout ce qui est vitamine D. Et il y avait des gens, hein, et majoritairement des garçons quand même, hein, qui ont offert des bouquets là, ils étaient avec des fleurs dans les mains dans la rue pour offrir à leur maman, voilà. Et là je me suis dit, Pablo, quelque chose a été raté au cours de cette éducation. Pour que tu ne veuilles pas offrir de bouquets de fleurs à ta maman. Alors, est-ce que c'est parce que j'aime pas ma maman? Non, j'aime bien ma maman. Je l'adore. Elle est drôle, elle est gentille. Elle a des valeurs. Elle a des valeurs. Ce qui se perd, hein. Elle a des valeurs qu'elle aura gardées toute sa vie, quoi. C'est assez impressionnant. Ça se fait plus trop, hein. Il y en a plus trop. Des gens qui gardent des valeurs sur 40 ans au moins, même plus. Non, écoutez, c'est que ça me fait chier de faire des cadeaux. Je crois que je l'avais évoqué sur un précédent podcast. C'est pas une histoire d'argent, c'est. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Je sais pas comment le dire autrement. Et puis, en fait, des fois je fais des beaux cadeaux. Je fais des très beaux cadeaux à ma maman ou à d'autres personnes. Mais c'est parce qu'il y a la vraie envie qui est là, qui est genre, ah ouais, en fait, j'aime vraiment bien cette personne. Et bah là, à ce moment-là de ma vie, j'ai envie de lui faire plaisir. Et bah là, là ouais, là je me décarcasse, là ça fait plaisir. Là, il y a des choses, il y a de l'énergie, il y a du travail qui est mis au service du cadeau et du plaisir de l'autre. Mais là, sur la fête des mères, un dimanche, ouais, non, on n'a pas envie, on n'a pas envie, on n'a pas envie. Alors bon, écoutez, je vais pas vous balancer le couplet de fête commerciale, créé par Pétain, non, je vais pas vous faire ça. C'est tout simplement que j'ai la flemme et que j'ai horreur qu'on m'oblige à faire quelque chose, à offrir des cadeaux. Et puis après, je me pose une vraie question. Ça, c'est une vraie question. C'est genre, c'est la fête des mères. Mais est-ce que c'est la fête de toutes les mères? Par exemple, est-ce qu'il faut fêter la fête des mères, même aux mères qui, par exemple, brûlent des clopes sur l'épaule ou les avant-bras de leur enfant? Les mères, par exemple, qui stigmatisent leur enfant, sont extrêmement agressives avec lui parce qu'en fait, cet enfant leur rappelle leur ex-mari, le père du gamin qui est parti vivre sous les tropiques parce qu'il en avait marre. Résultat, la mère, elle n'est pas contente, hein, et elle rabaisse son gamin à longueur de journée. Est-ce qu'il faut fêter à la fête des mères à des mères qui, bon, bah, congélo, le bébé dans le congélo? Est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut leur dire bonne fête maman à ces personnes-là? La question
Je la pose, elle se pose aussi évidemment sur la fête des pères, qui est un petit peu moins souhaitée évidemment, parce que les mères sont quand même, voilà, les mères ont quand même une image sociale mieux, quoi. Ce sont les saintes qui se sacrifient, euh, qui endossent des montagnes de peine énormes, ce qui est vrai, hein, tout ça, en partie, en partie, hein. Moi, je vois sur ma maman, il y a eu une charge mentale, une charge sociale, une charge familiale assez colossale. Donc c'est vrai. Après, voilà, être père, je pense que c'est pas non plus de tout repos. Mais alors, est-ce qu'il faut, quoi qu'il arrive, fêter n'importe quel rôle au sein d'une famille? Faites des oncles. Il y a peut-être des oncles qui sont vachement méritants et qui n'ont pas eu leur fête à eux. Je sais pas, moi je pose la question. Je vous sens pas convaincu par mes arguments. Si vous n'avez pas eu un oncle qui était hyper présent. Bon, bref, j'essaie de mettre de la nuance dans un petit sujet, même si la nuance, c'est pas bien vu. Hein, aujourd'hui, alors on dit oui, c'est bien, il faut avoir un point de vue complexe, nuancé sur un sujet, mais en fait, la réalité, c'est que je crois qu'on est dans une société où la nuance, bah, c'est chiant quand même. C'est chiant parce que tu es là, on te demande oui, alors, la PMA, GPA, pour ou contre, et toi, tu es là. Alors moi, je suis un peu partagé, hein, parce que je trouve du bien et du mauvais. Euh, à part égale dans ce phénomène. Et là, la personne en face, on voit, elle ne t'écoute plus. Elle ne t'écoute plus parce que elle voulait entendre ah, je suis pour la PMA. Ou alors elle voulait entendre ah, je suis contre la PMA, grand Satan. Mais elle n'a pas eu cette prise de position radicale et tranchée qui lui aurait fait un petit spectacle. Et je me suis rendu compte d'un truc, et je pense que c'est pour ça que les chaînes d'infos en continu, modèle CNews, Le Débat, La Bagarre, Balance ton poste, ou même des trucs un peu plus éditorialisés et tout ça, ça marche parce que les points de vue sont tranchés. Alors de temps en temps, ils disent oui, on aimerait bien penser la chose dans toute sa complexité, mais en fait, ils en ont rien à foutre. Parce que c'est comme ça, parce qu'un point de vue, oui ou non, c'est mieux. Ça donne envie de manger du popcorn, t'as envie d'acheter des places. Moi, je pourrais aller dans un UGC, acheter un petit là, truc de popcorn, là, popcorn sucré évidemment, 12 euros le popcorn, 12 euros la place, et puis je regarde, et puis je regarde des gens donner leur avis de manière tranchée, quoi. C'est terrible. Et même pour un humoriste, c'est très compliqué d'avoir un avis nuancé sur scène. Ça donne pas envie. Pierre-Emmanuel Barré, il est aussi spectaculaire parce que dans ses prises de position, il est tranché. Gaspard Proust aussi. Alors il y a quelques exceptions, mais c'est plus aux États-Unis où ça va être un Bill Burr, Dave Chappelle, Louis C.K., Patrice O'Neill, où ils tentent des sketchs où ils prennent pas position ni pour l'un ni pour l'autre. Ils essayent de mélanger les deux et ils mélangent ça de manière un peu absurde. Et en fait, c'est l'absurde qui fait que c'est drôle. L'absurde de vouloir combiner des points de vue pour et contre en même temps, ça fait un peu court-circuiter le cerveau. Et c'est marrant à regarder. Mais ça, c'est une petite marge, quoi. C'est une poignée de personnes qui arrivent à faire ça. Mais écoutez, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça que je pense que 168 ne sera jamais un podcast grand public, hein. On ne sera pas dans le top 10, hein. On ne sera pas à côté de Christophe Ondelat, Guillaume Meurice, la bande originale, Canteloup. On ne sera pas à côté de ces gens-là dans les plateformes de streaming, hein. Bon, déjà parce que je parle tout seul en faisant des mais ensuite parce que j'essaye de développer des points de vue un petit peu nuancés. C'est comme ça, écoutez. Sinon, quoi d'autre? Quoi d'autre vous raconter de ce qui s'est passé cette semaine? Alors, je vais raconter quelque chose. Je vais essayer de rester évidemment le plus discret et comment dire, respectueux de l'intimité. Mais j'ai un ami qui écoute ce podcast sans doute, qui est en train de se séparer de sa nana. Terrible, moment terrible, tragique.
hein, après des années de couple, de rigolade, de zizi pampanterie. Et donc moi, je l'écoutais, j'étais là, il me racontait, il me racontait son malheur, sa tristesse. Bon, moi, évidemment, je pensais à un pain au chocolat aux amandes à l'intérieur de ma tête, parce que c'est... Voilà, parce que je suis en régime, donc c'est dur je suis parti de par Dieu, je suis en régime. Et donc c'est dur d'écouter quelqu'un me raconter ses souffrances quand je n'ai pas assez de sucre dans le corps. C'est comme ça, hein. Voilà, donc si vous voulez me raconter vos affres, les affres de la vie, eh ben vous me filez un petit peu du miel, vous me filez de la gelée royale, une cuillère de gelée royale avant, comme ça mon cerveau, il a entendu que le sucre est rentré dans l'organisme, et il se dit, ah, ok, je peux t'écouter. Donc, il me racontait ça, et on commençait à anticiper le célibat, et on se disait que ça allait être une catastrophe, puisqu'on a à peu près le même âge, hein, 35, 36 ans, machin. Moi, je vais avoir 36 ans, et je me disais ça, si là, je redeviens célibataire, hein, parce que, admettons, Mamour, elle a vu que je jouais trop aux jeux vidéo. Elle a vu que, voilà, Warzone, ça tournait à 17 heures par jour. Bon, elle décide de tout plaquer et aller vivre au Cambodge. Soit, je me retrouve célibataire. Mais moi, là, je suis Pablo Mira de 35-36 ans. Je suis plus le Pablo Mira de entre 28, entre 28 et 32 ans, on va dire, quoi. Il y a plus, je vais plus sur les applis de rencontre, j'en ai plus rien à foutre. Je fais plus de date, j'ai plus envie. Mais j'ai plus envie d'écouter quelqu'un, une jeune femme, belle ou non, me dire alors, bah au fait, moi mon père il est informaticien, et c'est marrant parce qu'on a toujours été très intimes et très liés, lui et moi. Alors on se parle pas beaucoup, mais c'est toujours très intime quand on se parle. J'ai plus, j'ai plus la force de lui dire ah ouais c'est super. Bah peut-être vous devriez vous parler plus souvent. J'ai plus envie de faire semblant de m'intéresser excessivement à ce que me raconte la vie de l'autre, hein. Alors je m'y intéresse pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que on s'y intéresse pas vraiment, parce que ce qui nous intéresse dans un date, c'est le bon, quand on est un homme, c'est hétérosexuel, c'est le vagin. Je sais pas comment le dire autrement, le vagin. Tout le reste n'est que mise en scène et stratégie pour pouvoir glisser ces 12 beaux centimètres de chair dans le vagin de la personne en face. Euh, donc j'aurais pas l'énergie, puis je sors pas ou très peu. Ah, ça a peut-être changé avec le déconfinement, tout ça. Va y avoir une movida, hein, à l'intérieur de mon cerveau. Non, mais je sors pas trop en boîte, je vais pas en bar. Les gens que je connais pas, moi je suis assez timide quand même. Je suis pas introverti, mais je vais pas à m'approcher comme as en zoukant sur du Avicii en disant, hey, salut, tu viens souvent ici. C'est pas mon genre, hein. Moi, il faut que ça se fasse naturellement, ou alors appli de rencontre. Mais appli de rencontre, c'est fini. Donc, je vais rencontrer personne. Si là, je me retrouve célibataire, je, je me retrouve célibataire pour un très très long moment. Très très long moment de célibat. Alors, il y aura peut-être une escorte ou deux, une fois tous les 6 mois, voilà, pour éviter de terminer dans les faits divers. Avec le porno aussi, évidemment, ça aide. Mais je veux dire, si je redeviens célibataire, je serai parti pour des années et des années de porno. Là, ça va devenir mon meilleur ami. Je prendrai enfin un compte premium. Parce que je pense que je fonctionnerai à l'imaginaire, hmm. J'aurais plus envie de me dire, de rencontrer, je sais plus qui est juriste. Je bosse dans le marketing. Oh mon Dieu, il est hors de question que je rencontre à nouveau une personne qui bosse dans le marketing. C'est fini, j'arrête. C'est fini. Hop, je ferme la boutique. Donc si je me retrouve célibataire, je deviendrai soit très gros branleur, soit moine qui se branle beaucoup. Peut-être un mélange des deux, si je trouverais une solution. Mais bref, on se disait ça. Donc Mamour, s'il te plaît. Tolère mon Warzone, s'il te plaît. Bon, je voulais vous parler de quoi d'autre cette semaine. Alors c'est marrant, il s'est passé deux choses cette semaine. Il s'est passé deux choses autour de la même thématique, du même sujet. Autour de mon métier, la galéjade, la facétie, faire des blagues, blablabla. Vous me connaissez. J'aime bien faire un truc, que ce soit alors à France Inter, à quotidien, en 2-2, 168 un peu, mais j'aime bien faire ça. J'aime bien faire du name dropping. C'est presque devenu. Alors c'est une technique, le name dropping, oui, ça permet de faire des chutes de vannes, mais pour moi c'est presque un art à part entière, quoi.
Et puis après, j'adore par exemple mélanger du name dropping avec des running gags, par exemple, type Muriel Boll. Euh, et ben, je me suis rendu compte cette semaine, parce que je discutais un petit peu avec mon attaché de presse, on parlait d'un projet sur lequel j'aurais bien voulu participer. Et. Et mon attaché de presse me dit ah ouais, ça va être compliqué parce que en fait la personne qui porte le projet, bah, tu l'as vanné dans une interview dans la presse et donc ça va être sur un autre de ses projets et donc ça va être compliqué de participer à son émission. Et moi, ce qui m'a fait un peu marrer, c'est que la personne en question, oui, je l'ai vanné sur un autre projet, mais le projet qu'elle est en train de développer là, il est intéressant. Donc j'ai rien contre la personne en soi, quoi. C'était son ancien projet que je trouvais pas très bon et basta. Et je me rends compte que les gens se vexent pas mal dans ce milieu-là. Euh, et ce qui est marrant, c'est que souvent les gens qui se vexent, bon, c'est des gens en fait qui sont humoristes ou comiques et tout ça, mais, euh, mais ils se vexent pour vraiment pas grand-chose, quoi, parce que ce soit sur Inter ou quotidien, ou même avec mes potes, mais aussi mes collègues de boulot, auteurs et tout ça, on se vanne genre extrêmement dur quand même, extrêmement dur. Les vannes, elles sont parfois genre vraiment méchantes, très drôles, mais genre vraiment méchantes, mais parce qu'on est entre amis et que on sait qu'il n'y a pas de volonté de nuire, mais elles sont dures, elles sont dures. Et ce qui me fait marrer, c'est que je vois des gens se vexer dans ce game, comme on dit, pour des vannes qui sont pas super vénères, quoi. Donc j'hallucine un peu. Et donc il y a eu ce truc-là, une espèce d'opportunité qui se referme parce que j'avais fait une vanne là-dessus. Et puis il y a un autre truc où on m'a parlé de deux humoristes qui un peu viraient des vannes pour essayer de pas se fâcher avec des gens dans le milieu, quoi, pour pas se fermer des portes, ne pas se griller des opportunités et tout ça. Et ça, moi, je me rends compte que je le fais absolument pas et que je devrais le faire. En vrai, je devrais le faire si j'avais une vision de développement de carrière, ce que je n'ai pas, malheureusement, pour des raisons de rien à foutisme, de baléquisme, mais je ne fais pas ça. Et il y a beaucoup, beaucoup d'humoristes qui, je crois, ont pas trop recours au name dropping pour pas se fâcher avec les gens, quoi. Et moi, c'est pas du tout mon école. Et je le regrette pas que ce soit pas mon école. Moi, j'adore le name dropping. Et puis, c'est pas parce que je vanne quelqu'un que je connaisse ou pas, que je le connaisse ou pas personnellement, que je déteste cette personne. Il y a des gens que je vanne vraiment que je n'aime pas, et puis il y en a d'autres juste je les vanne sur un aspect de leur activité, quoi. Mais je les déteste pas personnellement, quoi. Et donc, euh, et donc je me suis rendu compte que ça se trouve depuis 8 ans, 9 ans, j'ai enchaîné du fermage de porte. J'ai fait une vanne, une porte qui se ferme, une vanne, une porte qui se ferme. Donc il y a intérêt à ce que vous me lâchiez pas les loulous, hein. Là je vous parle à vous, hein, mon public, le noyau là, la fanbase, le sang, quoi. Faut pas me lâcher, hein. Faut pas me lâcher parce que en termes d'opportunités professionnelles, euh, là c'est compliqué. Écoutez, c'est comme ça. Allez, dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, on reste dans le milieu de la galéjade, de la facétie. Stand-up, on va parler stand-up français. Depuis que les théâtres ont rouvert, je suis allé voir des plateaux d'humoristes. J'en ai pas fait 10 000, mais j'en ai vu. Des humoristes que je connais, parfois personnellement, parfois que j'ai vu comme ça. Alors de stand-up, hein, je ne vous parle pas de one man au sens large, je joue des personnages ou blabla. Là, c'est du stand-up pur et dur. Et comment le dire simplement, extrêmement déçu. Extrêmement déçu par des artistes que j'ai vus, que je trouve en plus humainement et personnellement sympathiques, qui sont plutôt droits, gentils, euh, positifs. Mais alors le stand-up français, et là je vous parle d'artistes qui sont plutôt bien situés dans le stand-up français, quoi, hein, qui marchent bien, qui commencent à émerger. Mais alors il y a un problème de paresse
de paresse dans le stand-up français qui est incroyable. Alors, bien sûr que le stand-up, la base du stand-up, c'est un homme, un micro et des vannes à raconter de manière détendue et sympathique. Ça, c'est le pitch du stand-up. Après, il y a plein de petites variantes à l'intérieur de ça. Euh, Tu peux plus ou moins être bon acteur sur scène, genre Baptiste Le Caplin. Tu peux plus ou moins être très très fort en écriture, type Gaspard Proust. Les gens diront que c'est pas du stand-up, mais techniquement ça en est, puisqu'il parle au public qui est en face, il joue pas de personnage et il fait des vannes. Donc a priori on est sur un truc qui s'appelle du stand-up. Euh, et puis tu vas en avoir avec des prises de position plus ou moins courageuses ou on va dire osées, genre Blanche Gardin par exemple. Et, euh, et puis parfois il y en a qui vont être complètement dans un truc de personnage, genre Monsieur Fraise, là en mode lunaire, mais genre mortel. Le gros noyau du stand-up français est genre très très mauvais qualitativement. Il n'y a plus de jeu, il n'y a quasiment plus aucun jeu. C'est-à-dire que c'est juste des gens qui parlent comme des conférenciers à leur public. Donc il n'y a plus de capacité de jeu à interpréter des personnages, même dans des petites scènes. L'écriture, elle est revenue à quasi zéro, c'est-à-dire il n'y a plus aucun sens de la formule. Le texte, si tu le couches sur un papier ou sur un document Word et que tu le lis, il te fait pas rire. Mise en scène, évidemment, bon, ça c'est le stand-up zéro, c'est-à-dire que aucun travail d'éclairage, aucun travail de tableau, aucun travail de quoi que ce soit, même de déplacement sur scène. Généralement, la plupart des gens, même quand ils ont un bon plateau, ils restent figés à leur place et il n'y a même pas de posture physique claire qui est choisie, comme par exemple Blanche Gardin qui reste au milieu de la scène avec son micro, avec un pied, mais qui a une position physique claire quoi, sur sa scène. Et franchement, ça m'a surpris. Alors, moi, ce que je fais sur scène, c'est techniquement un peu du stand-up. Je parle aux gens. Alors là, je leur parle dans mon spectacle actuel, à travers un personnage qui, j'allais dire, psychologiquement n'est pas moi. Même si le personnage s'appelle Pablo Mira, c'est pas moi, c'est le personnage que j'ai développé sur France Inter. Donc je vois à peu près ce que c'est que le travail de stand-up. Et je me dis quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il y a un manque. Il y a un manque de travail. Même la construction des sketchs, moi j'ai vu pas mal de passages de entre 5 et 8 minutes. Euh, Moi ça me fait un peu froid dans le dos, hein, ce que je vais vous dire en vrai, hein. Euh, la pensée, elle est complètement déstructurée. Mais alors, chez tous les humoristes que j'ai vus, c'est-à-dire que je n'ai pas vu un seul humoriste qui arrive à avoir un sketch sur une seule thématique et qu'il développe de manière structurée, qui avance, construite sur au moins 5 minutes. Et c'est pas infaisable de développer un propos en 5 minutes. Et donc, en fait, c'est plein de vannes regroupées par thématiques, mais de manière déstructurée, avec des transitions dégueulasses entre les thématiques. Euh, et moi, ça m'a fait penser au hip-hop. Bon, j'aime beaucoup le hip-hop. Je suis pas forcément en mode c'était mieux avant, parce qu'il y a plein de nouveaux rappeurs euh, que j'aime euh, que j'aime beaucoup. Enfin, nouveaux, enfin, en tout cas, ceux qui commencent à bien scorer, hein, que ce soit les SCH. Euh, Hamza, même Uzi, j'aime bien aussi, mais je remarque ça aussi chez les gens du rap, c'est que de plus en plus les morceaux sont construits par fragments, des fragments de punchline, ça raconte plus rien, sans forcément qu'il y ait une histoire, type l'impasse avec Kerry James ou je sais pas quoi, mais il y a c'est- la pensée elle part dans tous les sens quoi, c'est un peu d'ego trip et un peu de tout et n'importe quoi. En gros il y a pas de il y a pas de cohérence, quoi, tout simplement dans le propos. Et je vois ça dans le stand-up. C'est des vannes qui font rire, qui sont assemblées les unes les autres, et ça développe pas grand-chose, quoi. Et dans les points de vue que j'ai vus, c'était à chaque fois des points de vue attendus, un peu en mode lieu commun et tout ça. Et je me suis dit, c'est flippant artistiquement. Alors, je m'inquiète pas du tout commercialement pour les stand-uppers, parce que le stand-up marche bien, c'est une forme de spectacle vivant qui,
qui a de l'avenir, et puis je pense qu'il va encore plus monter en puissance et tout ça. Je pense qu'il y a un vrai parallèle à faire entre le stand-up et le rap, hein, parce que ils ont émergé pas exactement au même moment, mais il y a un côté. Euh, le rap, c'est un peu la chanson la chanson pour les brigands, et le stand-up, c'est un peu l'humour pour les brigands, et c'est un peu ça. Et, euh, et donc, je me fais pas d'inquiétude commercialement, mais je me dis artistiquement, c'est-à-dire qu'il y a pas de vision, il n'y a pas de souci du détail, il y a de la paresse sur le jeu, paresse sur l'écriture, la mise en scène, elle est inexistante. Et je me dis, putain, c'est flippant de voir l'absence de travail des stand-uppers, et qui sont pourtant très sympathiques, et qui, je pense, auraient des choses à raconter. Mais je pense qu'ils ont besoin d'être challengé, quoi, par des co-auteurs, par des managers, par des producteurs, par ce que tu veux. Mais là, il y a un truc chelou, quoi. Voilà, on termine sur cette note un peu inquiète à propos du stand-up français, que j'aime beaucoup. J'aime toujours beaucoup la galéjade, les blagues, hein. Du stand-up, j'en bouffe à peu près 7 heures par semaine. Un spectacle à regarder sur plateforme SVOD. Voilà, peu importe. Allez, je vous laisse là-dessus. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de 268. En attendant, vous prenez soin de vous, prenez soin d'une ou deux autres personnes. Votre maman, si vous avez envie, si vous en avez encore une. Sinon, évidemment, un collègue de travail ou un cendrier, ça fait aussi l'affaire. Bon, allez, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Allez, besos.